Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On sait que s'entraîner, c'est bon pour la santé. On en parle tout le temps. Prévention des maladies chroniques, santé mentale. Là, on a dans l'équipe du monde, Doc Boucher notamment, qui dit qu'il faut s'entraîner, mais pas trop, parce que le surentraînement peut générer des radicaux libres, des molécules instables là, qui pourraient accélérer le vieillissement. Voilà qu'une étude est publiée sur l'Observatoire de la prévention qui nous dit que les athlètes qui s'entraînent énormément pourraient vivre plus longtemps. Pour faire le point, j'ai demandé à notre chroniqueur, Dr Éric Simard, c'est un expert évidemment en longévité, parce que je dis, là Éric, là, moi je suis mêlée, qu'est-ce qui est le mieux? Haute intensité, moyen, l'entraînement, de juste me décortiquer un petit peu cette nouvelle-là là, qui a été publiée. Oui, bien Isabelle, en premier, rappelons en fait tout ce qui entoure la question de l'oxydation pour les gens qui nous écoutent, en fait pour les aider à se démêler par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que quand on fait de l'activité physique, admettons qu'on fait de l'activité physique une seule fois par semaine. Alors, on crée un stress oxydatif. Notre organisme, pour produire de l'énergie, va produire un peu plus d'oxydation. Et là, on va créer un stress oxydatif pour lequel le corps va avoir à réagir. Si on le fait juste une fois, ça risque d'avoir un impact négatif, où là, le corps va se dire, malheureusement, bon, on a eu un surplus d'oxydation, on n'a pas été capable de le gérer. Si on le fait quelques fois par semaine, qu'on est moindrement actif, là, le corps va se mettre à suraugmenter, à produire de beaucoup plus, en fait, d'antioxydants naturels de nos cellules, entre autres le glutathion. Et là, on va combattre, en fait, l'oxydation par, en fait, des outils qui sont supérieurs, si on veut, à la charge oxydante qui est produite. Donc, on a un bénéfice net. Autrement dit, on produit une certaine quantité d'oxydation, mais on produit beaucoup plus d'antioxydants que ce qu'on en a réellement besoin dû à l'exercice physique. Et là, ça fait longtemps en science qu'on sait que, bon, les grands sportifs, on parle des grands marathoniens, des gens qui vont faire des activités d'endurance de très, très longue portée, en fait, vont produire trop d'oxydation pour la quantité qu'on est capable de gérer quotidiennement par le corps humain d'un point de vue biologique. Et là, malheureusement, le surplus d'oxydation va accélérer la vitesse de vieillissement. Donc ça, c'est une réalité, on remet pas ça en cause. Puis là-dessus, Doc Boucher a tout à fait raison. Donc, il y a puis bon, où aller la limite? Hein? Il y a des études dernièrement qui semblent avoir montré chez la femme que la limite se situerait à environ 5 km de course à pied tous les jours. Bien, c'est pas beaucoup, là, 5 km. Là. 5 km, c'est 30 minutes de course. Non, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est qu'on en a beaucoup des femmes qui risquent d'atteindre cette limite-là à 5 km de course tous les jours au niveau de la production oxydante versus la capacité qu'on est capable de gérer. Tu as tout à fait raison. Et là, pourquoi j'ai mentionné spécifiquement les femmes, c'est que force est de constater qu'on a une différence là-dessus entre les femmes et les hommes au niveau de la capacité musculaire, hein, au niveau de la façon dont l'organisme va réagir. Donc oui, c'est possible que les hommes soient capables d'en faire plus et c'est normal. Ceci étant dit, donc 5 km, c'est pas tant que ça, tu as raison. Maintenant, on sait aussi dans l'activité physique que l'impact des activités de haute intensité est totalement différent de l'impact des activités d'endurance. Et là, dans les activités de haute intensité, pourquoi ça a un impact différent? Parce que l'activité de haute intensité va obliger nos mitochondries à produire de l'énergie en manque d'oxygène. Parce qu'on ne sera pas capable de fournir suffisamment d'oxygène pour rencontrer la demande. Donc, nos mitochondries sont obligées de passer, si on veut, à la bi-énergie et réussir à produire donc de l'énergie de façon différente. Et ça a des bénéfices santé énormes au niveau là, du tu corps parles humain. Des petits Rogers qui s'adaptent là, dans des sports de très haute intensité comme on voit les athlètes des Jeux olympiques notamment. Là. C'est ça, tout à fait. Et là, quand on parle d'intensité qui n'est pas nécessairement de l'endurance, et c'est ça que l'étude qui vient d'être publiée, en fait, a mis en lumière, c'est que ils ont observé chez les gens qui ont été capables de faire, en fait, des courses soutenues, en fait, avec une très, très grande efficacité. Ouais, on le voit à l'écran, en fait, hein, c'est l'article qui a été publié par l'Observatoire de la prévention. Donc, on parle de courir 1 000 en moins de 4 minutes. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement rare avant les années 50, si on veut. Bon, maintenant, on parle des années 90, de plus de 4500 personnes qui auraient réussi à le faire. Chez ces gens-là qui ont réussi à faire cet exploit-là, de courir en bas de 4 minutes, un 1000, donc 1,6 km, en fait, si vous voulez, en bas de 4 minutes, on note une plus grande longévité.
Et là, bon, il y a plein de questions qui se posent. Comment ça se fait que ces gens-là, techniquement, qui sont des mondes extrêmement performants, peuvent bénéficier d'une plus grande longévité? Bien, ils doivent manger très, très bien. Là. Moi, je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais leur alimentation des athlètes est assez exceptionnelle. Ça doit compter pour, en partie, l'explication, là. Ben, en fait, il faut savoir, Isabelle, que j'ai un gros bémol là-dessus. C'est que ouais? avoir été un athlète une fois dans sa vie, ça veut pas dire que tu vas l'être pendant 80 ans. C'est vrai. Et ouais, c'est bien important. Bon, je l'ai noté à de multiples reprises, en fait, des gens qui ont été des grands athlètes par le passé, qui aujourd'hui n'ont pas des habitudes de vie si saines que ça. Parce qu'à l'époque où ils étaient athlètes, ces gens-là étaient très, très encadrés, ils étaient entourés de gens, bon, qui les incitaient à avoir des saines habitudes de vie, à bien dormir, à bien manger, etc., à avoir une bonne fréquence d'entraînement. Le jour où ils sont plus des athlètes, il y en a beaucoup là-dedans qui, malheureusement, maintiennent pas les saines habitudes de vie. Donc, d'après moi, c'est pas ça qui explique ça. Bon, on peut avoir toutes sortes d'hypothèses. Hein. Il y a bien sûr l'hypothèse donc de soit de la génétique ou de l'alimentation, les saines habitudes de vie. De mon côté, je miserais plus sur les capacités, donc soit la mémoire du corps en tant que tel, les capacités qui ont déjà été développées et tous les mécanismes associés au vieillissement. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on s'est rendu compte que les athlètes de très grande endurance, le corps est obligé, pour être capable de fournir autant d'énergie aussi longtemps, de réduire la production de l'IGF-1, qui est l'insuline Growth Factor 1 en anglais. Et on en a parlé. On en a parlé de l'IGF-1 la semaine dans un épisode précédent, là, à quel point ça pouvait expliquer la longévité. Oui, tout à fait. En fait, c'est un des facteurs les plus importants pour le vieillissement cellulaire, en fait, l'accélération du vieillissement cellulaire. Donc, on note, entre autres, chez les centenaires, un niveau réduit d'IGF-1 qui est bénéfique pour la santé. Mais imagine, Isabelle, que pour fournir, en fait, la très grande endurance des athlètes d'endurance, le foie réduit la production d'IGF-1. D'un point de vue biologique, on comprend pas comment ça se passe, mais c'est possible que ça soit dû à ça. Mais on n'a pas encore complètement l'explication, mais moi, j'aimais l'hypothèse que ça soit relié à des facettes comme celle-là, que pour permettre une aussi grande performance, que le corps a été obligé de s'adapter de façon un peu inusitée, qui permet donc un bénéfice plus tard dans notre vie. Et comment on fait, nous, là, monsieur, madame, tout le monde, pour s'inspirer de ça, puis on veut pas devenir des grands athlètes, dire comment moi, je peux mettre ça en pratique dans mon quotidien pour avoir cette longévité-là? Y a-t-il un supplément qu'on peut prendre? Y a-t-il quelque chose qui va imiter un petit peu cet effet-là sur l'IGF-1? Oui, ben écoute, l'IGF-1 est produit en réponse à la quantité de glucides qu'on va consommer. Hein. Ça fait qu'avant tout, il faut faire attention à l'apport en glucides et surtout tout ce qu'il y a de glucides raffinés. Hein. Ça, on met ça de côté. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de réduire la consommation de glucides raffinés. On évite ça autant que possible. Il faut que ce soit vraiment des gâteries très rares en tant que telles. De l'autre côté, en fait, des périodes sans IGF-1, c'est des périodes de jeûne. Donc, quand on ne mange pas, donc juste de prolonger la période sans manger dans nos journées, on parle beaucoup du 16-8 actuellement, du 18-6, c'est déjà un bon pas. Des jeûnes de 23-24 heures va pousser la réduction d'IGF-1 encore plus. C'est des façons de réduire en tant que tel l'IGF-1 en circulation. Vraiment. En fait, les athlètes mangent énormément de glucides, même des glucides raffinés, parce qu'avant les compétitions, on veut pas de fibres, mais ils l'utilisent. Donc, ça reste pas en circulation, bien sûr, bien longtemps. Éric, en terminant, tu as ton programme jeudi, t'annonces ta cédule, ta programmation, en fait, de webinaire avec des spécialistes. Tu as 3 000 $ de prix à gagner. Ça se passe où? Oui, ça se passe en fait sur Zoom. Donc, c'est accessible sur les différentes pages Facebook, dont Éric Simard, Priorité Bien Vieillir sur Facebook. Vous allez voir l'annonce de la conférence, en fait, sur ma page. Et donc, ça va être en ligne, tout le monde peut y assister, c'est gratuit. 19h, en fait, jeudi soir, on va annoncer la programmation, puis on a une multitude de prix de présence, comme tu l'as mentionné. Vous voulez pas manquer ça, absolument. Merci beaucoup, Éric Simard. On se retrouve demain. Et merci à toute l'équipe ici à Cube, encore une fois, toute la belle équipe de recherche et Jean-Philippe Leroux à la production-réalisation. Bonne journée!